Messieurs, dames, bonjour, bonsoir. On va commencer la séance si vous le voulez bien. Je suis Michel Bock, donc le directeur du Centre de recherche sur les francophonies canadiennes, et je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue au CRCCF parmi nous ce soir. C'est une semaine assez occupée pour nous, c'est notre seconde activité, seconde table ronde de la semaine. Mais celle-ci est particulièrement importante pour nous au regard de la mission même du CRCCF. Vous n'êtes pas sans savoir, j'imagine que nous sommes un centre de recherche, un centre d'édition, mais aussi un centre d'archives, en fait le plus important dépositaire du patrimoine archivistique de l'Ontario français et de la francophonie pan-canadienne. C'est donc avec beaucoup de plaisir que nous avons accepté de parrainer cette table ronde qui a pour thème la contribution des bibliothèques et des centres d'archives au renforcement de la vitalité mémorielle au sein des communautés de langue officielle en milieu minoritaire. Le prétexte de cette discussion nous a d'ailleurs été donné par le lancement d'un important ouvrage collectif paru il n'y a pas très longtemps, que vous avez devant vous, et qui a pour titre « Bibliothèques et archives dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire, enjeux et devenir », un livre publié sous la direction conjointe d'Alain Roy, de Lucie Hotte, d'Hélène Carbier et de Linda Savoie, et publié par les presses de l'Université d'Ottawa, installée au fond, dont je salue la directrice, Lara Mainville, qui est quelque part. Voilà, donc bonjour Lara. Donc vous pouvez vous en procurer un exemplaire, ou deux, ou trois, ou quatre, éventuellement, d'ici la fin de la soirée. Nous avons donc réuni autour de cette table plusieurs des collaborateurs et des collaboratrices de l'ouvrage. Je vous présente sans plus tarder celui qui va animer cette table ronde pour vous et qui va peut-être essayer d'agir en tant que préfet de discipline pour ses collègues, Monsieur Alain Roy. Alain se passe de présentation. Je dirais simplement qu'il est historien d'abord et qu'il a œuvré pendant plusieurs années comme analyste à Bibliothèques et Archives Canada. Il se dit à la retraite, c'est très théorique, je pense. Il s'intéresse tout particulièrement à l'histoire citoyenne, c'est-à-dire au rapport entre conscience historique, mémoire et action collective au Québec et dans la francophonie canadienne. Et c'est d'ailleurs à lui qu'on doit le très beau concept de vitalité mémorielle auquel il a consacré plusieurs travaux et qui a alimenté une bonne partie de l'approche conceptuelle de cet ouvrage et des réflexions nombreuses qu'il contient. Donc, Alain, merci de ta présence. Je te laisse le soin de présenter tes invités et nos panélistes. Oui, merci, Michel. Avant de présenter mes invités, je pense que le livre en lui-même mérite une présentation. Premièrement, il découle, en fait, parce que c'est un parcours du combattant, on pourrait dire ça comme ça, dans la mesure où l'origine du volume est un colloque tenu en 2020, en fait, en pleine pandémie, et organisé conjointement à l'époque par Bibliothèques Archives, le CRCCF, qui était à l'époque dirigé par Lucie Hotte, et Abo Franco, Hélène Carbier dirigeait. Ça avait été tout un défi d'organiser ce colloque-là parce qu'effectivement, un colloque en pandémie, tu ne fais pas ça d'une journée pleine, en tout cas. Mais ça avait été une belle réussite et on s'était dit, les organisateurs, que ça valait la peine donc de poursuivre ce travail-là, de le rendre permanent en ayant une publication, cet ouvrage. Et ce volume, donc, pour le présenter rapidement pour ceux qui le connaissent pas, donc vous allez le voir plus tard, en fait, composé de 3 parties, on pourrait dire ça comme ça. La première partie porte effectivement sur l'apport des archives et des bibliothèques à la vitalité mémorielle, à la mémoire des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Donc, c'est un premier texte dont je suis l'auteur. Après ça, on a 2 sections qui portent respectivement sur les bibliothèques, donc en milieu minoritaire, avec différentes contributions, que ce soit sur la bibliodiversité, que ce soit sur les politiques des langues en Europe ou les politiques de linguistique dans les provinces et territoires, donc un certain nombre d'éléments concernant les bibliothèques. Et ensuite, une troisième section, on pourrait dire ça, sur les archives elles-mêmes, avec des contributions de Martin Paquet, de Lorraine O'Donnell et d'autres sur l'apport donc des archives à la mémoire.
Et finalement, le volume se conclut aussi sur un texte du commissaire aux langues officielles, dans le fond, qui était la présentation qu'il avait fait au colloque, parce que justement, pour une fois, le commissaire aux langues officielles se prononçait en fait sur l'apport des bibliothèques et des archives à la mémoire des communautés, et ça, on trouvait ça important. Il rend en fait ce volume-là un peu exceptionnel, on pourrait dire ça, dans la politique éditoriale, parce qu'à la fois, il porte sur les bibliothèques et les archives, mais à la fois sur les communautés de langues officielles en situation minoritaire, donc une convergence de deux enjeux spécifiques qui rendent vraiment le volume particulier. Alors donc, pour l'ouvrage, même d'abord, il y a les remerciements d'usage, mais je vais les faire au début, fait comme ça, je n'oublierai personne. Donc, il y a le comité éditorial, donc composé d'abord de moi, de Lucie Hott, et Hélène Carrier et de Linda Savoie. C'était vraiment une équipe du tonnerre. On a eu du plaisir à travailler ça, même si ça a été un peu long avant d'arriver au résultat. Mais on l'a, on est très fiers. Il y a les financeurs, en fait, qui sont importants. Donc, le programme d'aide à l'édition savante du CRSH qui en a permis l'édition et la bibliothèque de l'Université d'Ottawa aussi, qui a fait une contribution importante parce que ça l'a rendu possible l'accès, la version, ça l'a rendu possible une version en libre accès qui est disponible donc sur le site des presses et donc qui permet une diffusion élargie du volume. Il y a eu aussi des contributions en révision, en fait, de BAC, donc, qui ont fourni des services, et du CRCCF. Et enfin, bien entendu, les presses de l'Université d'Ottawa et aussi la collection. On doit aussi remercier Pierre Anctil parce que c'est publié dans la collection Études canadiennes des presses de l'Université d'Ottawa. Alors donc, on va commencer la discussion. En fait, ce qu'on veut faire ce soir, c'est pas remâcher en fait ce qui est dans le volume, parce que dans le fond, vous aurez l'occasion de le lire et on le souhaite, mais on veut plutôt engager une conversation sur son contenu, ses apports et ses suites. Et donc, en fait, on veut commencer plus sur cette conversation-là. La manière qu'on va fonctionner, c'est que les panélistes ont quelques minutes d'abord pour dire un peu leur appréciation générale de l'ouvrage, en fait, ce qui les a marqués, ce qui les a frappés, ce qu'il faudrait refaire, ou en tout cas, toute autre question qui pourrait les intéresser. Ensuite, on va présenter 3 questions. Et sur chacune des questions, donc, une fois qu'on aura fait le tour sur l'appréciation générale, à chacune des questions, ils vont avoir à répondre à cette question-là, puis on va ouvrir la discussion pour chacune des questions. Donc, vous aurez l'occasion de commenter à chaque occasion. À la fin, donc, il va y avoir une courte période de questions générales et Juliane Lemay, qui est directrice générale communication et politique et championne des langues officielles à BAC, va nous dire le mot de la fin. Alors, présentation, donc, et je voudrais aussi souligner que le panel qu'on a là, c'est vraiment donc un panel qui est riche d'engagement et aussi d'expérience, autant sur, notamment en recherche, mais aussi sur la francophonie, et je les prends en ordre alphabétique et de plus en plus vers la gauche. Donc, Mélanie Lanouette est une historienne de formation, un doctorat, elle a un parcours universitaire et de chercheur exemplaire au croisement, dit-elle, de la culture de la recherche, de la gestion et des institutions du savoir. Mais son engagement dans la francophonie est aussi remarquable, donc dans des projets de recherche, donc les 3 siècles d'immigration, mais aussi organisé à titre de conseiller Chargé de recherche à Bibliothèque Archive, la Bibliothèque Archive du Québec, l'Archive nationale du Québec, la BANQ. Donc, la série de webinaires qui ont eu lieu ce printemps. Donc, il y a déjà cet engagement-là. Ensuite, deuxième panéliste, Denis Perrault, qui lui aussi ne mérite pas de présentation, qui est très connu, directeur général de la Société d'histoire francophone, Société historique francophone de l'Alberta, impliqué dans la création du réseau Mémoire, Patrimoine, Histoire de la francophonie canadienne, mais aussi impliqué depuis de longues années dans le réseau archivistique que BAC avait mis sur pied.
donc qui était impliquée depuis longtemps dans ce projet. Sarah Shaughnessy, donc, elle est bibliothécaire à l'Université de l'Alberta, autrice aussi d'un des articles avec d'autres dans l'ouvrage, et travaille maintenant à la bibliothèque du campus Saint-Jean. Mais elle aussi a été partie prenante, en fait, elle participait aussi au réseau des bibliothèques que Bibliothèque Archives Canada avait mis en place dans les communautés en milieu minoritaire. Donc, je vais commencer donc avec cette question d'appréciation générale. Je ne serai pas trop la police, contrairement à ce que Michel dit. Je vais essayer de. Je pense que mes collègues sont assez responsables pour respecter les quelques minutes qu'ils ont à leur disposition. Alors, donc, première question. Donc, votre appréciation générale, ce qui vous a frappé, ce qui vous a plu et ce qui pourrait faire l'objet d'investigation générale. Voilà. Alors, la parole est à vous. Tu nous pointes ou on se Non, lance dans ma reine de manière lancer dans la volontaire? reine comme ça. C'est très confortable. Sinon, on va pointer de nuit, mais je veux dire, vous pouvez. Mais je peux commencer vu que je suis un petit peu à ta gauche. Merci de l'invitation à l'occasion du lancement de ce livre dont je pense beaucoup de bien, hein, puis c'est pas de la flagornerie, j'y reviendrai. Je suis contente de vous trouver ce soir autour de cette table ronde. Bien, d'abord, l'appréciation de l'ouvrage, c'est un ouvrage que j'ai lu attentivement, vous verrez, là, il est souligné, il est tout magané. Donc, je l'ai lu de fond en comble, d'une couverture à l'autre. Puis, pour moi, ce que je dirais d'emblée, c'est que ce livre-là, et vous le découvrirez en le lisant, marque pour moi une avancée importante, surtout de plusieurs éléments, mais surtout parce que c'est véritablement la première fois qu'on a une réflexion pan-canadienne qui lie ensemble les archives et les bibliothèques. On a souvent tendance à les aborder de manière différenciée, puis c'est tout à fait compréhensible, hein. Deux lieux différents, deux disciplines différentes, des pratiques différentes. Mais je pense que basé sur le concept de vitalité mémorielle, puis on y reviendra, de relier ces deux lieux-là, pour moi, ça m'apparaît une piste très riche, puis je veux saluer cette initiative-là. Bien que dans l'ouvrage, il y a quelques contributions qui abordent ces deux lieux, mais sinon, on a soit l'un ou soit l'autre, comme Alain le mentionnait tout à l'heure. Donc, je pense que ce livre-là ouvre un espace de réflexion puis d'investigation pour la suite. Et ce qui m'apparaît aussi important de dire, c'est que globalement, les contributions nous amènent à élargir un petit peu le regard quand on parle des traces du passé, puis je vais parler particulièrement du passé des archives dans ce cas-ci. C'est qu'on parle beaucoup de l'importance, bien sûr, de la préservation, bien sûr, de la numérisation, bien sûr, de la diffusion, mais ce qu'on voit ici, et encore une fois, hein, le caractère fécond du concept de vitalité mémorielle, c'est que ça amène à considérer aussi l'activation des archives, le fait d'utiliser des archives, d'en faire usage et de les utiliser dans une perspective de continuité, donc pour une communauté, faire usage des traces du passé pour se projeter dans l'avenir. Donc, autrement dit, ce livre nous rappelle qu'il ne s'agit pas seulement de reconnaître la valeur intrinsèque du patrimoine, des archives, des collections, mais aussi leur valeur vitale, au plein sens du terme. D'ailleurs, dès l'introduction, le cadre est posé. On nous rappelle une communauté est vivante lorsqu'elle est capable de se souvenir, de se transmettre et de se reconnaître dans le temps. Et j'aime beaucoup cette idée là, de vitalité mémorielle. J'y reviendrai, même si, comme historienne, je suis toujours un petit peu réticente quand on utilise le mot histoire, là, parce qu'on l'utilise à toutes les sauces. Parfois, on lui fait dire quelque chose qu'on ne veut pas exactement dire. Mais ici, je dois dire que la démonstration est très convaincante. La mémoire n'est pas qu'une accumulation de traces. Ce n'est pas qu'un dépôt, c'est un écosystème vivant, pour reprendre tes termes. C'est pas moi qui parle. Donc, où et dans lequel, un écosystème dans lequel circulent les récits, les usages, les objets, les voix. Les différentes contributions de l'ouvrage montrent bien que dans cette activation des traces du passé, les archives et les bibliothèques sont des lieux tout naturels au cœur de cette activation. On sait que c'est des lieux de conservation et d'accès, mais c'est aussi des lieux, et ça, c'est une évidence, c'est des lieux de médiation, c'est des lieux de rencontre, c'est des lieux de socialisation.
Des lieux qui soutiennent à la fois la recherche et la littératie pour aller parler des archives et des bibliothèques. Mais elles soutiennent, et les différentes contributions le montrent, elles soutiennent les liens communautaires, voire même l'affirmation identitaire. Elles rendent visibles des identités parfois tenues à l'écart du récit dominant et permettent ultimement aux communautés de se dire « nous étions là, nous y sommes et nous y serons encore demain ». J'ai beaucoup de notes, là, mais je vais bientôt finir à l'intempérature. Parce que la police va sortir. Oui, oui, oui. Mais moi, plutôt du côté des archives, donc ce qui fait que j'ai particulièrement apprécié les contributions sur les bibliothèques parce que c'est un milieu que je connais moins. Donc, je suis très curieuse et j'ai pu constater que contrairement aux archives, et c'est un peu normal et naturel, le rôle mémoriel des bibliothèques est moins évident. Parfois même sous-estimé. Donc, ce livre-là le soulève. Donc, il y a, je pense, beaucoup de recherches à partir de là à mener. Donc, concevoir la bibliothèque comme lieu de mémoire. Ce livre met en lumière, en ce sens-là, quelque chose de fondamental. Les bibliothèques ne sont pas que des lieux de prêt. Ce sont des espaces où se construisent des communautés. Ce sont des lieux d'apprentissage. Et nous, à BNQ, on aime beaucoup parler de ça parce que, vous le savez probablement pas, mais dans la planification stratégique de BNQ, on veut créer un réseau pour fédérer des partenaires, pour faire du Québec, on est en territoire québécois, une société apprenante. Alors, le rôle des bibliothèques dans l'apprentissage tout au long de la vie, il est fondamental. Ce qui ressort de l'analyse comparative, vous allez voir, il y a une contribution qui est très intéressante sur des modèles européens. Il n'y a rien de comparable avec le Canada. Il n'y a aucun pays d'Europe qui se compare avec le Canada. Mais quand même, il y a des pistes intéressantes. Et moi, ce qui me frappe, c'est tout à fait incompréhensible de constater la quasi-absence des mesures concernant l'enjeu des langues officielles au sein des bibliothèques. Et ça, c'est grâce à ta contribution, tu le montres bien. Donc là, c'est sûr qu'il y a des actions à entreprendre, ou en tout cas, il y a une réflexion à poursuivre de ce point de vue-là. Enfin, je terminerai là-dessus. Ce livre a le mérite de nous inviter à regarder en aval, du côté de l'usage qui sont faits des traces du passé. Pour moi, les archives qui ne sont pas activées, exploitées, on ne peut pas avoir de beaux documents dans des magasins si on ne sait pas qu'elles existent, si elles ne sont pas connues, si elles ne sont pas diffusées, si elles ne sont pas utilisées. Bon, elles existent, mais elles sont dans un état de dormance. Et le concept de vitalité mémorielle nous amène à porter le regard sur l'usage, l'exploitation qu'on peut faire. Donc, regardez ces traces du passé au prisme de l'exploitation des archives. Donc, ça m'apparaît une piste aussi très féconde et très porteuse pour la suite. Et enfin, je le redis, il faut poursuivre cette discussion-là, archives-bibliothèque. Moi, c'est un des aspects qui m'a le plus inspiré. Alors, sur ça, pour ne pas prendre trop de temps, j'arrête ici et je cède la parole soit à Denis ou Sarah, selon qui voudra bien se lancer. OK. J'aurais dû aller en premier. Pourquoi? Parce que toutes les bonnes choses que j'allais dire sont déjà utilisées. Mais ça va que renforcer les bonnes choses. Non, moi, je viens d'abord, j'ai été présent lors du colloque. C'est la première fois que j'ai pu dire que j'ai assisté à une conférence qui a duré 2 semaines. Ça a pris 2 semaines pour que chaque séance ait lieu. Chaque séance Zoom, c'était pendant la pandémie. Donc, ça, c'était une expérience unique. Là, je vais aller plus dans le survol, dans le sens où ce qui m'a frappé du livre était tellement un renforcement de la motivation que j'avais ressenti pendant la conférence. Tu vois, une conférence, il y a des 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, puis on écoute, on dit « Hey, c'était bon ça, hey, c'était bon ça, hey, c'était bon ça ». Mais on n'a pas toujours la chance d'approfondir dans les sujets. Et ce que le volume fournit, puis mon volume est marqué aussi, mais numériquement marqué, je l'ai scanné. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est maintenant, non seulement est-ce qu'on a les outils qui nous ont été présentés, mais on sait comment le faire. Je pense entre autres au travail de Lorraine O'Donnell, parce qu'elle, pendant sa présentation, tout d'un coup, on parle de littérature grise. Mm-hmm. Et c'était la première fois que j'entends, c'était pas dans mon monde là, de parler de littérature grise. Et donc, j'écoutais ça, j'ai dit, OK, je pense que je sais ce qu'elle veut dire. Puis là, dans le manuel, on sait qu'est-ce que ça veut dire exactement, comment elle l'exploite, quelles sont les bases de données qu'elle a créées avec ça. Puis
Puis pour ceux qui ne savent pas, littérature grise, c'est comme le monde entre archives et publications. Donc, brochures, présentation PowerPoint que quelqu'un fait, ça tombe tout entre les deux. Ça se trouvera peut-être pas dans une archive, mais ça fournit un peu le matériel intellectuel généré par des acteurs communautaires ou autres. Donc, on trouve ça à plusieurs reprises dans le manuel. Donc, j'ai trouvé la motivation qui avait été allumée pendant la conférence, le livre. Je passais tout mon temps à prendre des notes pour mon travail. Donc, pour un praticien, je trouve le livre extrêmement abordable et je trouve qu'il y a des concepts qui me permettent d'enrichir ma pratique de bouquin. Ça constitue, à mon avis, un jalon important dans l'évolution des études sur la vitalité. Moi, avant mon travail à la Société historique, j'ai passé 10 ans à notre organisme porte-parole comme l'AFO ici, comme DG. Avant ça, Patrimoine canadien. Donc, j'ai passé beaucoup de temps dans le domaine des politiques. Et puis, c'est pas seulement dans ce manuel, mais Alain aborde avec beaucoup d'éloquence la critique qu'on n'a jamais pris en considération pleinement la contribution culturelle, patrimoniale à la vitalité des communautés en situation minoritaire. Intuitivement, on se dit, ouais, c'est important. L'histoire, là, c'est important. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire exactement dans le quotidien. Puis le concept de vitalité mémorielle commence à nous amener dans au moins un concept qui peut être appliqué dans le travail quotidien de développement communautaire. Puis on n'a pas besoin d'être historien pour le mettre en pratique. On peut renforcer la vitalité mémorielle si on est DG d'une association. On peut dire, il faudrait parler plus de notre histoire sur notre site Web. Il faudrait qu'on fasse ça dans un discours. Il y a plein de façons qu'on peut faire ranimer l'histoire dans nos milieux. Là, j'ai même pas pris ça dans mes notes. Et je suis rendu là, ce qui m'a frappé. Donc, ben, je vais sauter, je fais du coq à l'âne. Ça touche à la question de recherche approfondie ou des pistes de recherche. Le manuel ressort très fortement les défis en politique publique entourant le domaine des bibliothèques, des archives et de la mémoire d'ordre général. Dans les politiques publiques, drôlement, on aborde beaucoup. Ben, l'article d'Alain aborde le fédéral. Ensuite, son deuxième article aborde les provinces, les territoires. On aborde l'international. Mais ça fournit beaucoup de pistes, à mon avis, de réflexion sur les politiques publiques, ainsi que les pratiques communautaires. Je me suis demandé à plusieurs reprises, dans nos communautés, on sait qui s'occupe des spectacles, qui s'occupe des écoles, mais on ne sait pas qui s'occupe des bibliothèques. Parce que très souvent, nos bibliothèques sont gérées par des employés d'un gouvernement quelconque, municipal, provincial ou fédéral. Mais ce n'est pas eux qui déterminent toujours les politiques, là. Donc, comment est-ce que si moi, je veux développer quelque chose en bibliothèque, j'aborde qui, là? Est-ce que c'est du lobbying classique pour obtenir un livre en français? Donc, je trouve, à travers ça, ça va donner des bonnes pistes. Dans le cas de l'Alberta, où la dernière étude sur les bibliothèques date de 1984, c'était désolant un peu. Mais en tout cas, ça fournit. Donc, moi, je pense qu'il y a énormément de questions soulevées sur le plan de la gouvernance des politiques publiques. Et même les études le disent eux-mêmes qu'il faudrait continuer à poursuivre. Quelques coups de cœur dans l'ouvrage comme tel. Bibliodiversité, nouvelle expression pour moi. J'ai trouvé fort intéressant. Cet article-là, encore une fois, m'a soulevé la question de gouvernance, juste dans le sens où nos bibliothèques dépendent, de ce que je comprends de l'étude, comme presque entièrement de la bonne volonté d'avoir des bonnes personnes aux bonnes places. Si on a quelqu'un de bon là, qui dit qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose, ça va bien, mais on ne peut pas dépendre des politiques, du financement ou rien d'autre. C'est carrément le capital humain qui fait fonctionner nos bibliothèques, qui assure notre bibliodiversité. J'ai déjà parlé de la gouvernance linguistique. Non, je ne devrais pas dire ça. J'étais pour dire si on était pour lire un article. Moi, j'ai tombé en amour. Je pourrais relire maintes reprises l'article, le chapitre par Martin Paquet. C'est comme une genre de lettre d'amour aux archivistes. En tant qu'agent culturel mémoriel,
c'est aussi une lettre mobilisatrice de la force politique et culturelle qu'un fonds d'archives peut avoir. Puis lui, il mise beaucoup sur l'exemple du centre Anselme Chiasson de l'Université de Moncton. Mais il offre une vision très mobilisatrice. Là. Pourquoi on fait ça? Pourquoi est-ce qu'il faut documenter? Pourquoi est-ce qu'il faut aller chercher des fonds d'archives et renforcer ce qu'on a? Et la plume de Martin, c'est toujours très plaisant de lire son travail. Puis, un autre apprentissage. Moi, les bibliothèques, pour moi, c'est comme des autos. On sait les utiliser, mais pas comment ça fonctionne. C'est bon, ça. Donc, j'ai apprécié ça à quelques reprises, mais la création éditoriale, le travail de Lucie, j'ai beaucoup, beaucoup appris sur... J'ai mal saisi la dynamique, et par dynamique, je veux dire comme les va et les vient, les hauts et les bas, l'évolution des maisons d'édition. Peut-être parce que dans l'Ouest, c'est moins dynamique que ça l'est en Ontario. Mais j'ai beaucoup apprécié ces agents, comme c'est carrément des agents culturels. Puis Lucie décrit extrêmement bien les forces idéologiques, organisationnelles, régionales qui sont à l'œuvre là. Mais ce qui est nouveau pour moi, c'est que j'ai toujours vu les archives, les bibliothèques. Je veux dire, je suis historien aussi, donc j'ai compris les archives, mais les archives et les bibliothèques parlent même leur vocabulaire. C'est derrière des voûtes. Il faut que tu passes la sécurité pour sortir un livre. C'est gentil, ils sourient. Ils sont très souriants, les bibliothèques, mais on voit ça comme des institutions et ce livre les amène vraiment à vie comme étant des agents mémoriels culturels, des acteurs dans l'écosystème culturel. Et donc, et c'est tout dans un tout beaucoup plus cohérent. Comme même pendant la conférence, je me suis dit, ouais, OK, on est en train de greffer des affaires parce que Bibliothèque et Archives Canada s'appelle Bibliothèque et Archives Canada, donc il faut avoir des bibliothèques. Tu sais, comme tu dis, OK, on est en train de... Mais après avoir lu le volume, j'ai vraiment eu ce sens du fil conducteur de la notion d'agence mémorielle, comme l'agence dans le sens agency, on dit en anglais, là, le sens de la puissance culturelle derrière ces institutions-là, mais aussi des pistes d'avenir. Donc, je me sens plus mobilisé vers le développement de ces milieux-là, même que je l'étais avant. Voilà. Je vais parler moins que les autres. Parce que mes réflexions étaient plus personnelles et comme plus philosophiques pour moi. Au lieu d'être comme au lieu de plonger vraiment dans le contenu du livre. Une chose qui m'a... plus fort, oh oui, absolument. Une chose qui m'a frappée, c'est le concept de patrimoine. Je ne suis pas historienne, donc je pense que j'ai tendance à considérer le patrimoine comme quelque chose qui est mort ou figé d'un sens, mais je pense qu'à travers toutes les œuvres dans ce livre, j'ai vraiment lu l'argumentation que le patrimoine, c'est quelque chose qui est vivant et que est une façon d'intégrer le passé puis le présent. Donc, j'ai vu comment le patrimoine peut être fondateur ou peut nous aider à former une identité culturelle. Et j'ai vraiment aimé ça. Une autre pensée, c'est j'ai vraiment vu comment la documentation est importante dans le sens que ça rend les choses légitimes. Donc, on a vu dans des articles ou des chapitres comment le rôle que les centres de documentation a joué dans de créer des espaces publics pour les langues minoritaires. Donc, j'ai vu ça en termes d'une affirmation de l'importance de la documentation patrimoniale. Je pense que plusieurs personnes ont mentionné qu'il y a des manques de recherche ou d'exploration sur les enjeux linguistiques et aussi sur les apports des bibliothèques et des archives. Donc, je pense qu'on peut remarquer qu'on a sous-estimé la question de la langue en termes des archives et bibliothèques, mais aussi
les apports des bibliothèques et archives en termes de vitalité de ces communautés. Et je pense que en termes de la future, de qu'est-ce que je vois qui manque dans le livre un peu, c'est la perspective des usagers, des archives et bibliothèques. On a vu beaucoup de l'autre côté, même dans la recherche que nous, on a apportée. C'était plus simple de voir la perspective des employés de la bibliothèque, mais j'aimerais savoir plus sur les perspectives des usagers. Ben, merci. Je pense que la table est mise pour un bel échange. Vous avez en fait comme plusieurs volets ou aspects du volume qui ont été mis en lumière. Le défi que les panélistes vont avoir maintenant, c'est de ne pas se répéter dans les questions. Mais ça, c'est une autre histoire. On a 3 questions. Donc, là, le premier, effectivement, c'est en termes de sur le concept de vitalité mémorielle qui a été évoqué abondamment. Fait que vous allez trouver de nouveaux arguments. La question, donc, en quoi le concept de vitalité mémorielle peut soutenir la vitalité des closums en regard des archives et des bibliothèques? Donc, c'est une question à laquelle vous êtes invité à répondre. Je peux l'aller en deuxième ou troisième. Je vais commencer alors. Donc, quand on pense des vitalités de nos communautés en situation minoritaire, on pense souvent à ce aspect linguistique, n'est-ce pas? Donc, à l'entrée du campus Saint-Jean, on a une fiche qui dit ici on parle français. Et on veut savoir les chiffres démographiques, que ça reste stable ou que ça augmente. On aimerait voir l'utilisation de langue. Donc, en termes de bibliothèques, on veut savoir les statistiques des prêts de livres. On veut savoir combien de livres restent sur les étages. Le concept de vitalité mémoriale, je pense que ça nous pousse un peu d'aller au-delà de ces questions linguistiques et de voir, je pense que c'était dans le chapitre de Lorraine O'Donnell, où elle a dit que l'aspect historique est souvent négligé pour le côté linguistique. Et donc, juste pour voir les apports culturels ou historiques qu'on ajoute avec nos institutions et nos centres de documentation. Donc, j'ai bien aimé l'encadrement des archivistes et bibliothécaires comme des agents culturels, comme j'ai bien aimé cette idée. Je pense que en termes comme on veut voir des bonnes collections, on veut voir des publications récentes, mais on peut aller au-delà de voir comment les services qu'on offre, la promotion qu'on fait, la mise en scène de la bibliothèque ou des informations contribuent à ça. Et les projets culturels dont on embarque. Donc, par exemple, le campus Saint-Jean, et c'est pas juste la bibliothèque, il y avait des chercheurs qui ont contribué à ça, mais on avait, à travers des années, engagé avec des projets de documents patrimoniaux, comme la numérisation de journaux locaux. Donc, il y a des gens qui ont collectionné ça, fait la préservation, fait des index, créé des index, et maintenant, c'est numérisé en ligne. Donc, ça, c'est un projet. On avait des projets pour garder des enregistrements sonores qui sont créés dans la région. Et on fait l'archivage de web pour les organisations communautaires. Donc, on voit qu'il y a un côté culturel, historique, patrimonial qu'on peut ajouter, contribuer à le travail qu'on fasse. Donc, j'ai trouvé ça vraiment de valeur et de voir le côté community building qu'on peut apporter. Donc, j'ai apprécié ça. Là, je réécris mes notes en chaîne. Moi, je crois, ma réaction avec la première fois que je suis entré en contact avec le concept de vitalité, c'est que c'est un état.
Donc, c'est comme si c'est un objet qu'on identifie, qu'on regarde. Donc, c'est un état de situation quand on parle de la vitalité. Donc, moi, je pense que la meilleure façon d'arriver à soutenir la vitalité des communautés, c'est en transformant en verbe en quelque part. Comment est-ce qu'on peut vitaliser pour améliorer la vitalité mémorielle? Donc, nous, dans notre travail, c'est ce qu'on fait présentement, c'est on prend le cadre fourni, puis on regarde ce qu'on peut faire avec. Donc, on a un projet de développement communautaire actuellement que le titre est littéralement Vitalisation mémorielle. Donc, c'est de cerner son écosystème, donc l'environnement, les institutions, les pratiques, la production, et vraiment avec les gens. Là. Comme dans ta communauté, y a-tu des plaques? Y a-tu une école nommée après quelqu'un? Est-ce qu'il y a des choses décrites? Est-ce qu'il y a des... Où est-ce que vous mettez vos archives? Tu sais, de vraiment savoir des gens, quel est leur écosystème. La force de... Moi, je pense que la chose qui m'a influencé le plus, c'est les indicateurs, les facteurs. Je les mets ensemble. Alain a fait l'erreur dans le premier concept de dire, moi, je fais juste fournir un concept. C'est avec vous autres, c'est au lecteur de décider ce qu'ils vont faire avec. Ben, je prends ça puis je cours avec. Mais les indicateurs et facteurs, c'est là où ça devient super intéressant, spécialement pour les gens qui sont familiers avec les concepts de patrimoine, parce que parmi eux, il y a la multiplicité. Donc, est-ce qu'on a plusieurs manifestations qui sont dans l'écosystème? L'intensité. C'est par exemple la déportation des Acadiens. C'est intense. C'est central au patrimoine acadien. C'est le moment de la déportation. Il y a la diversité. Donc, on n'a pas nécessairement un symbole, mais on a plusieurs lieux, plusieurs manifestations de l'inscription du patrimoine dans la communauté. L'ancrage, la reconnaissance, ainsi de suite. Donc, c'est comme un bascule entre état de la situation et l'action, parce qu'après ça, tu peux identifier, selon les valeurs d'une communauté, est-ce qu'on devrait parler plus de Marguerite Primo chez nous? Est-ce qu'on devrait parler plus de... Tu sais, on peut choisir, une communauté peut dire, ben ça c'est intéressant, je n'avais aucune idée. On devrait en parler plus. Tu sais, ça se dit dans un langage très familier, mais ça donne des pistes de développement par après. Donc, c'est là où, moi, ce que j'essaie de prouver par ce projet-là, c'est qu'on peut mettre la mémoire, le patrimoine et l'histoire comme au cœur de l'action culturelle, de façon tangible. On n'est pas juste en train de faire de la nostalgie. Je suis entouré dans une société historique, pour ceux qui sont habitués à ces milieux-là. On entend beaucoup de personnes parler, si seulement les gens connaissaient leur histoire. Puis jaillit l'expression, je le déteste, parce que c'est comme dire, ah, si seulement mes enfants mangeaient le brocoli. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Les papilles gustatifs d'un enfant de 3 ans n'aiment pas le brocoli la plupart du temps. En tout cas, donc, c'est de comment transformer ça, parce qu'au lieu que ce soit nostalgique et sous une cloche, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que quelqu'un dit, ben, je trouve ça intéressant. Nous, chez nous, on a une femme nommée Marianne Gabouri, qui s'est rendue de Maskinongé au sud de Winnipeg, son premier hiver, enceinte, 1807. Donc, elle a fait tous ces portages-là, a passé à côté des cairns de voyageurs qui ont tombé, un portage quelconque, là, tombé à leur mort ou quelque chose. Donc, ça, c'est un récit authentique, mais aussi qu'on peut s'attacher. On peut dire, wow, ça, c'est quelque chose. Et on peut choisir plusieurs thèmes autour de ça. Donc, ça, c'est un exemple où on peut choisir d'intensifier le récit autour de quelqu'un parce que ça touche aux valeurs. Donc, ça, c'est un exemple. Je donne ça comme exemple de comment est-ce que c'est... Et le défi, et je l'ai mentionné à l'intro, je ne pourrais pas le mentionner assez, lorsque on parle des indicateurs de vitalité, on parle toujours d'ethnolinguistique, on parle toujours de démographie, assimilation. Dans mon milieu, ce sont des choses comme la mémoire qui font en sorte que les gens s'accrochent et ensuite veulent perpétuer l'identité. Donc, moi, je suis persuadé par Alain et par d'autres, par mon vécu, qu'il faut mettre ça au cœur de l'action de la vitalité des communautés. Puis je ne déborde pas parce que je vais en laisser pour les autres. Ben là, cette fois-là, c'est toi qui m'enlèves les mots de la bouche. Non, mais c'est vrai parce que tu as dit quelque chose tout à l'heure. En fait, c'est comme
puisque c'est ce que j'ai retenu du concept de vitalité mémorielle. Il a quand même fallu que j'y réfléchisse. Hein. C'est pas simple, c'est pas, il faut, hein? On est dans le concept. Puis ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a deux pôles. C'est que d'abord, c'est une manière d'évaluer la vitalité. OK? Donc, de considérer la vitalité mémorielle. Donc, il y a une analyse, c'est la portion analyse d'une situation. Mais tu le dis très bien, l'autre versant de ce concept-là, c'est aussi qu'il pousse à l'action. Donc, c'est de se dire, j'analyse une situation, je suis capable de voir mon niveau de vitalité. Puis après ça, ensemble, on est capable de se dire, bien, comment on agit, qu'est-ce qu'on valorise, qu'est-ce qu'on met de l'avant. Et c'est là où je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, puis c'est sûr qu'il y a des redites parce qu'il y a des choses qui m'ont marqué plus que d'autres, c'est que ça amène à porter le regard sur les usages qu'on fait. Puis il y a quelque chose, moi, qui me préoccupe beaucoup, c'est puis je vais parler pour BNQ, on a une belle grande plateforme, le portail BNQ numérique, c'est formidable, c'est des millions de documents qui sont diffusés. On est très contents. Puis il y a plein d'autres plateformes qui existent, mais il y a quand même un grand tout numérique dans lequel on peut se perdre. Fait qu'il faut penser à la diffusion, il faut penser à la numérisation, mais il faut après ça penser aussi aux usages concrets qu'on peut faire. Et comment on peut faire vivre, comment on peut arriver à faire aimer le brocoli. Donc, pour ça, ça passe pas juste par une diffusion numérique. Hein, ça passe par des actions concrètes et le projet que tu as évoqué est très inspirant. Donc, moi, j'en dirais pas plus parce que je répète, mais pour moi, je le trouve porteur. Puis je dirais oui pour puis même dans un contexte de communauté linguistique en situation minoritaire, mais aussi dans un contexte de pratiques archivistiques citoyennes. Il y a tout un mouvement aussi qui se développe parce que se saisir des traces du passé, se saisir de notre patrimoine documentaire, et j'inclus le patrimoine bibliothéconomique, ben c'est une manière d'exister. C'est poser un geste d'existence. Et donc, ça, c'est vrai pour quelque communauté que ce soit qui a besoin de s'ancrer dans une identité, puis qui n'est pas, et tu as utilisé le mot nostalgie, puis qui n'est pas qu'un acte nostalgique, mais qui propulse vers l'avenir. Donc, c'est une façon de s'adapter à l'environnement, d'être visible, puis de se donner des clés pour traverser, puis continuer à faire communauté à l'avenir. Donc, merci pour ce beau concept. Il faut encore continuer à y réfléchir. Je serais curieuse aussi de vous entendre pour ceux qui connaissent le concept un peu puis qui ont lu le rapport qui a été publié en 2021, je pense. La perception que vous pouvez en avoir. Mais moi, je le trouve fécond. Puis d'un point de vue même de la littérature archivistique, on parle de plus en plus dans la littérature archivistique des archivistes comme agents culturels. Alors, les archivistes ne sont pas que des gardiens de documents, ne serait-ce que par la sélection qu'ils font des documents qu'ils conservent, ne serait-ce que la façon dont ils décrivent leur fond. Hein, c'est très ancré dans le présent, mais de considérer donc l'archiviste comme lui-même quelqu'un qui exploite les archives, ne serait-ce que par son propre travail d'archiviste. Mais ensuite, comment on les saisit? Et je terminerai en faisant un lien avec ce que Sarah disait. C'est vrai qu'au terme du livre, je me dis maintenant, il faudra aller voir les usagers, à la fois des bibliothèques et des archives. Il y a certainement des pistes aussi à creuser, des enquêtes à mener avec les personnes qui utilisent à la fois, qui fréquentent les bibliothèques, les archives. Merci de ces réponses passionnées. Le temps s'écoule quand même rapidement. Mais s'il y a une ou deux questions sur ce point-là, sinon on va passer aux questions suivantes. Je serai preneur. Si vous avez, il n'y a pas de main levée, il n'y a pas de. Donc, vos propos sont excessivement clairs et stimulants. Deuxième question, donc, sur les archives. Le troisième porte sur les bibliothèques. Donc, on couvre à peu près l'ensemble de l'ouvrage. L'idée étant vraiment de ne pas discuter des silos, mais de l'ouvrage en général. Donc, relativement aux archives, quels sont les apports à la mémoire des communautés de langues officielles et comment faire fructifier et mieux reconnaître leurs contributions? Je ne veux pas commencer Denis, on va te lancer en premier. Je vais pas oublier ce que j'ai dit. Ah, ben ça, c'est Je veux dire, je pense que Martin l'a tellement bien dit dans son article, juste parce qu'il rend ça humain.
l'expression qui vient en tête, c'est le pouvoir culturel d'archives. Moi, je fais une présentation en Alberta. On vient de faire un projet à valorisation de l'histoire des Noirs en Alberta. Et c'est parce que nous avons, oui, comme l'immigration internationale en Alberta est récente. Depuis les années 50, 60, on commence à voir les réfugiés d'Haïti et ainsi de suite. Mais quand on regarde sur le plan du patrimoine, ça veut dire qu'il y a des grands-parents, des arrière-grands-parents qui sont enterrés en Alberta, là. Donc, des acteurs avec qui, moi, j'avais l'habitude dans mes autres emplois de travailler avec eux pour les dossiers d'immigration, accueil, établissement. Là, je les abordais en disant, que faites-vous avec vos documents? Donc, j'ai fait une présentation communautaire à plusieurs personnes, puis j'ai dit, je vais vous montrer quelque chose. En Alberta, si on regarde, il y a un portail provincial où on montre toutes les archives qui existent dans tous les gros petits fonds. Puis je clique à travers toutes les images de combien d'archives est-ce qu'il y a Germans, combien est-ce qu'il y a Ukrainians, puis combien est-ce qu'il y a, puis j'utilise des grandes communautés on s'attend à ce qu'il y ait comme des archives. Puis justement, il y a 1000 mentions, 2000 mentions. Là, on va franco-albertains, franco-albertains, des fois c'est en français, canadien-français. Là, il y a comme quelques centaines de mentions, ça va bien. Là, je mets marocain, camerounais, congolais, algérien, Burundi, Congo, j'oublie toutes les expressions, zéro, 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 zéro. Et je leur ai dit, du point de vue historique, les gens vont regarder, est-ce que ça vaut la peine de faire une recherche historique sur vous? Et vous allez voir que, il n'y a rien. Ça veut dire qu'il ne doit y avoir personne. Donc, ça, c'est la part, et ça, je dis ça juste parce que c'est un exemple qui me vient à l'esprit, mais je fais la même chose faisant partie de ce projet que je vais aller dans les communautés locales. Une des questions que je vais avoir, c'est où est-ce que vous envoyez vos archives? Puis je suis certain les réponses d'expérience vont être, c'est pas une archive. Ils s'attendent à ce que leurs enfants vont entrer faire l'archivage avec un sac bleu. Donc, nos communautés disparaissent génération après génération dans la mesure où ce qui est inscrit entre les oreilles n'est pas conservé. Donc, que ce soit histoire orale, que ce soit par les documents, papier, numérique, photo, tout ce qui peut être conservé. J'ai beaucoup aimé, et je crois, c'est toi tu me corrigeras, mais la notion de mémoire, patrimoine, histoire, voulant dire mémoire, c'est les témoins de ce qui est arrivé. Patrimoine, c'est ce qu'on lègue, puis ensuite, histoire, c'est les savoirs qui sont construits de ces concepts-là. C'est la pré-mémoire qui m'inquiète le plus, et ça, c'est la partie où ce n'est pas inscrit nulle part. On n'a jamais dit nos histoires de façon à ce qu'on peut pas transmettre d'une génération ou l'autre. Et puis, ce qu'on a, on dit, j'ai jamais été en politique, j'ai jamais été gérant. Tu sais, les expressions que les gens utilisent dans le quotidien, pourquoi les gens voudraient savoir sur moi? Ben, ça, c'est les histoires les plus riches la plupart du temps. Il y a quelqu'un dans notre communauté qui a parlé avec quelqu'un qui, c'est vrai, j'ai été secrétaire d'un comité, j'oublie laquelle, les Bonnes Amies, je pense. Et c'est vrai que j'ai ça. Elle avait comme 5 ans d'archives de toutes les rencontres des Bonnes Amies, là. Puis elle dit, ouais, je ne sais pas qui va vouloir lire ça. Puis pour les gens qui font des recherches, je veux dire, c'est de l'art, ça. Tu sais, ça parle du vécu des femmes pendant une période où il y avait très peu d'archives de conservées chez nous, en tout cas. La communauté de Calgary, il n'y a rien. Comme ils ont quelques documents, mais c'est encore une histoire très riche. Donc, ça, c'est la partie conservation. Je reviens et le livre m'a inspiré à renforcer ça. C'est que la conservation, c'est l'étape 2. La médiation, c'est la partie clé. C'est quand tu peux amener des élèves pour venir voir une table où il y a une lettre écrite en 1853 de quelqu'un à quelqu'un, puis ils voient comment c'est vieux, puis le papier est jaune, puis ils regardent comment on écrivait drôle. Et là, on disait, un thème que vous lisez, là, ça, c'est son écriture. Leur petite bouche cool. Donc, ça, c'est l'aspect que j'apprécie insuffisamment, là, mais que je trouve dans c'est l'écosystème. C'est vraiment un écosystème. Tout est interdépendant. Ça prend des gens qui vont dans les cuisines des personnes pour collecter. Ça prend des gens qui vont bien sélectionner et conserver. Puis ensuite, ça prend des gens qui vont leur faire vivre par la recherche et par la médiation.
je peux suivre à ça, peut-être. Pendant que tu as parlé, j'avais des idées. Premièrement, l'idée de parler aux gens au sujet des archives va amener des choses. Et j'ai parlé l'année passée au Campus Saint-Jean au sujet des archives du Campus Saint-Jean. Et après la présentation, plusieurs personnes m'ont venu pour dire « Oh, j'ai trouvé quelque chose dans mon bureau. » Et donc, c'est comme ça. Le plus qu'on parle du fait qu'on collectionne des choses, ça va renforcer l'idée que cette histoire a une valeur, n'est-ce pas? Et puis, et qu'il y a de la recherche à faire. Donc, je pense que ça peut renforcer, de plus en plus qu'on parle de ça et de ça crée un peu d'intérêt. Il y avait beaucoup d'intérêt au sujet des archives. Donc, je trouvais ça très drôle parce que j'ai dit aux archivistes, est-ce que ça arrive quand vous parlez aux gens? Ah oui, tout le temps. Les gens trouvent partout les choses précieuses. L'autre chose, c'était l'enseignement de comment engager avec ces documents. Et pendant la dernière année, j'ai pris un cours de Primary Source Pedagogy. Donc, comment on peut interagir avec ces documents de source primaire. Et c'est vraiment les gens qui n'ont pas tendance à utiliser les archives vont peut-être être intimidés ou ne vont pas savoir comment interpréter des choses. Donc, il y a un côté d'enseignement qui devrait accompagner la conservation, évidemment. J'ai aussi bien aimé l'article de Martin Paquet. Et une chose que j'ai notée, c'était la façon dont il a distingué entre l'acte d'archivage, puis, comme tu as dit, comme la construction d'un écosystème de patrimoine. Donc, je pense que d'un côté, il a parlé de l'autorité de l'archiviste et de l'archive, mais de l'autre sens, je vois la possibilité pour le contenu de l'archive de contribuer à la vitalité de cette communauté. Et j'ai pas de solution, mais je trouvais que c'était vraiment intéressant et de voir comment ces parties interagir avec les uns et les autres. Comment poursuivre après ça? Moi, j'ai plein de notes, mais qui vont tellement pas dans ce sens-là, mais c'est tellement intéressant ce que vous dites, parce que sur les archives, j'aurais tellement de choses à dire. Puis, comme Alain disait, on a organisé les webinaires au mois de mars. Certains d'entre vous ont peut-être assisté aux présentations, puis ça a été excessivement riche. Puis déjà, ça a énoncé plein de pistes, plein de développements pour les archives. Mais là, tout à coup, il y a une idée qui émerge, puis j'ai envie de l'énoncer. C'est peut-être un peu fou, mais c'est les archives vivantes. Il y a comme un bout que j'avais pas vu encore, c'est le bout de la collecte, et puis tu en as parlé, Denis. C'est que, puis il y a quelques semaines, j'étais dans une rencontre où on discutait du rapport des archives et de la collecte du côté des communautés autochtones au Québec. Et il y a quelque chose d'intéressant dans la collecte, c'est de se dire la collecte pour acquérir des archives, mais acquérir une mémoire aussi. Est-ce qu'on peut revoir aussi notre pratique archivistique pour aller au-delà du simple document qu'on va décrire pour documenter une mémoire? Donc, j'ai du mal et j'avais ce même sentiment là, dans cette rencontre-là avec les communautés autochtones qui réfléchissaient comment constituer nos archives, comment les gérer, etc. Puis c'est la même chose pour la bibliothèque. Je ne sais plus si c'est dans ce livre-là ou un article que j'ai lu, puis vous me direz, je suis sûre que vous êtes... la vraie collection d'une bibliothèque, c'est pas les livres, c'est la communauté. Donc, il y a vraiment la question humaine derrière. Donc, c'est-à-dire collecter, mais pas forcément seulement dans l'objectif d'acquérir un fonds d'archives, mais aussi de documenter. Puis, à partir de là, la collecte en elle-même peut devenir un acte de médiation, une activité de médiation. C'est-à-dire, oui, il y a la collecte de quelque chose, mais en même temps, cette collecte-là peut se faire, on démontre quelques photos, des lettres, et puis là, tout à coup, pouf, la mémoire qui émerge, les souvenirs, ah oui. Et là, est-ce qu'on peut documenter ça?
Donc, je pense qu'une manière très innovante de voir nos pratiques archivistiques. Donc, moi, la question que je pose, c'est est-ce que ce concept-là de vitalité mémorielle ne peut pas nous inciter à innover dans nos pratiques, puis notre approche dans la collecte, dans la médiation qu'on fait autour des archives? C'est pas une question. Ça montre que tout n'est pas dit. Tout est petit. Tout n'est pas dit, mais je vois le temps qui file. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à les garder. On va passer à la troisième question, puis après, on va ouvrir pour la salle. Donc, la dernière question était sur les bibliothèques. En fait, la question qu'on a fournie à nos panélistes, donc, est la suivante. Le sujet des bibliothèques en milieu linguistique minoritaire reste peu exploré. Quelles seraient les pistes et opportunités qui permettraient de mieux faire valoir leur rapport? Quel développement pourrait être envisagé dans la foulée de l'ouvrage? Ça a été abordé sous de multiples aspects dans les différentes conversations, mais vous avez probablement quelque chose d'autre à rajouter. Donc, voilà. Je peux commencer ceci. Avec beaucoup de pression parce que mes collègues m'ont dit que je représente les bibliothèques. Je pense que quand on avait fait la recherche pour le chapitre sur la biodiversité, comme j'ai expliqué, on a choisi de prendre la perspective des employés des bibliothèques. Et quand on a fait les présentations après à OLA et d'autres lieux, on avait beaucoup d'intérêt sur la part des bibliothécaires ou employés de la bibliothèque pour savoir beaucoup d'intérêt d'explorer les meilleures pratiques, comment on peut soutenir ce travail, comment est-ce qu'ils peuvent rendre leur bibliothèque plus valable pour leur communauté. Donc, il y a beaucoup à poursuivre, je pense, avec comment on peut soutenir les gens avec peu de ressources. Donc, il y a un côté vraiment pratique on a vu beaucoup d'intérêt sur la part des bibliothécaires. Il y a un autre côté, comme j'ai mentionné, le côté de perspective des usagers et de impact que je vois comme intéressant, mais plus difficile à cerner un peu. J'ai passé la plupart de l'année dernière dans les archives de l'Université de l'Alberta et je me suis plongée un peu dans l'histoire de la Bibliothèque Saint-Jean et les archives Saint-Jean. Et j'ai trouvé des richesses incroyables. Et peut-être parce que je travaille à la Bibliothèque Saint-Jean, je me suis plus intéressée, mais j'aimerais voir ou poursuivre une histoire des bibliothèques dans les situations, des communautés de situations minoritaires. J'ai en fait fait un projet de numériser tous les rapports annuels de la Bibliothèque Saint-Jean et ils sont maintenant disponibles sur Internet Archive. Donc, si une historienne veut faire ce travail, ils sont là. Mais ça m'intéresse beaucoup comme une piste à explorer. On peut peut-être voir des bibliographies des travaux qui viennent de ces communautés pour voir un peu l'impact d'avoir un accès à ces informations. Je sais pas, j'ai beaucoup d'idées, mais il reste beaucoup à faire en large. Je pense qu'on a juste vu des petites explorations, mais on avait vu dans la revue de la littérature qu'il y avait très peu, en fait, écrit spécifiquement pour ces communautés en situation minoritaire. Je peux peut-être y aller. Ce que je dirais, les chapitres sur les bibliothèques comme je le disais tout à l'heure, m'ont beaucoup intéressée parce que c'est un secteur que je connais moins. Je connais les bibliothèques comme citoyenne, comme personne qui les fréquente quasi quotidiennement et comme lieu de proximité. Dans la bibliothèque, contrairement au centre d'archives, c'est un lieu de proximité. C'est un lieu fréquenté par les enfants. Alors qu'un centre d'archives, il faut quand même savoir qu'il existe. Quand on arrive, on se déleste de son sac, on a le droit à un crayon de plomb, on met des gants ou on se lave les mains comme il faut. Donc, c'est un lieu un peu... déjà, on a deux fonctions différentes. Donc, c'est sûr que de les lier puis de les analyser avec les archives, il y a un bout intellectuellement qui
il me reste encore et la réflexion, donc, au terme de ce livre, c'est comment lier ces deux lieux-là pour les faire travailler ensemble. Puis, ultimement, comment faire en sorte qu'on puisse appliquer le concept de vitalité mémorielle aux bibliothèques, ce qui me semble moins évident que par rapport aux archives, où c'est dans la nature un peu plus intrinsèque des archives, de porter la mémoire, de porter l'histoire. Mais assurément, pour moi, c'est un lieu qui est hyper riche de sens, la bibliothèque. Ne serait-ce que, comme je le disais, c'est un lieu accessible, c'est un lieu de proximité et c'est un lieu surtout de médiation. On emprunte des livres à la bibliothèque, mais on fait plus que ça. On y vit, on la fréquente, on socialise. Donc, moi, j'ai été surprise de constater qu'il y avait si peu de place pour les bibliothèques dans les politiques linguistiques. Donc là, il y a peut-être une force de concertation, faire entendre une voix parce que ça me dépasse. C'est des lieux tellement fondamentaux, tellement essentiels. Par la suite, bien, comment on peut peut-être travailler mieux ensemble. Donc moi, les bibliothèques, je les étudie au prisme des archives, puis je suis à BNQ aussi. Donc comment la bibliothèque puis les archives, on peut travailler ensemble, chacun pour atteindre nos objectifs. Parce qu'on a quand même des missions différenciées. Un centre d'archives, une bibliothèque, sur le terrain, on a des missions différentes, mais ultimement, à quelque part, c'est la notion de patrimoine documentaire qui nous unit. Donc, comment trouver et poursuivre cette réflexion-là? Moi, en tout cas, je serais très partante pour poursuivre cette exploration-là. Je pense que c'est une exploration qui devrait passer par des projets concrets. Faire ensemble des choses, essayer des choses, tester des choses. Voilà. Moi, ça va être probablement assez court. Je dirais la section sur les bibliothèques, c'est ça qui m'a déstabilisé le plus. Dans le sens où j'en suis un que, moi, la bibliothèque, c'est la place où tu vas chercher un livre. Quand tu as fini avec, tu le remets. C'est comme simple, c'est comme guichet. Et là, j'ai comme une vision éclatée. Et éclatée dans le sens, par juste le manque d'encadrement politique pour faire du pouce. Pourtant, il y a, au niveau postsecondaire, scolaire, il y a plusieurs lieux régis par les règles de bibliothéconomie qui existent en francophonie albertaine, du moins, et je suis certain partout. Et quand je dis éclaté, pas juste négativement, d'une part, ça m'a déstabilisé, mais le fait que c'est éclaté, pour moi, veut dire que je vois des possibilités dans les morceaux qui sont là. Donc, ça, c'est une chose. Ça revient à la gouvernance, à mon avis. Je l'ai mentionné au début. Et dans le monde des archives et des bibliothèques, je pense que c'est un problème de gouvernance, mais de façon différente. Tantôt, on a parlé des archives, puis comment la francophonie aborde les archives et comment est-ce que ça peut renforcer la vitalité. Il y a un gros problème de confiance. Si tu as confiance dans une archive, tu vas y faire confiance, tu vas déposer tes papiers parce que tu sais que ça va être bon là. Quand tu dois donner ça au gouvernement de l'Alberta et dire « je pense que ça va être bon », est-ce que ça va être bon? Ils vont-tu jeter ça parce que c'est en français un jour, parce que le mauvais gouvernement se fait élire? Je me fais poser ces questions. Donc, c'est une question, et quand je dis gouvernance, ce n'est pas juste une question pour et par, c'est une question de, je regarde l'institution, est-ce que j'ai le goût? Un nouvel arrivant de certains pays, l'idée de donner ses papiers personnels au gouvernement, ça va à l'encontre de ses instincts. J'entends des personnes me dire ça aussi. Du côté bibliothèque, moi, je pensais, comment loin est-ce que l'usager est de la mission de la bibliothèque en question? Si la procuration de livres n'est pas dans les politiques d'une bibliothèque et qu'on évacue des livres comme c'est fait à Toronto, ça veut dire que l'usager n'a pas sa place et on a très peu, j'imagine on a des collectivités avec suffisamment de concentration qu'il y a des bibliothèques de quartier qui sont essentiellement francophones, mais ce n'est pas partout même. Donc, moi, c'est la question de gouvernance. Comment est-ce que l'usager, où est sa place dans les politiques d'une bibliothèque? Je pense que c'est une question qu'il faut se poser. Je pense à un état des lieux là-dessus serait utile pour cet aspect-là comme agent culturel dans les communautés. Mais je n'ai pas beaucoup plus à dire que ça. Là. Mais excuse, juste pour finir là-dessus, je réitère ce que j'ai dit au début. Je suis curieux,
puis je serais intéressé après la séance, où est-ce que les bibliothèques se trouvent dans nos structures de développement communautaire? Qui s'en occupe? C'est-tu la FCCF? C'est-tu la Société historique? Comme si, qui cogne sur les portes au nom des bibliothèques? Ça ne me vient pas intuitivement. Là. Il n'y a Qui s'en pas occupe? d'association de bibliothèques francophones, en fait. Il y a Ben, j'ai Bravo vu. Franco qui existe en Ontario. Puis, tu sais, Il va cesser d'exister l'année prochaine. ah oui, OK. qui était une section de l'Association des bibliothèques de l'Ontario, mais autrement, puis même le milieu des bibliothèques lui-même est éclaté en différentes organisations nationales. Tu as les bibliothèques le CAL, tu as la bibliothèque de recherche universitaire, tu as les bibliothèques urbaines, le COLC, puis enfin, tu en as. Fait que t'as pas de. Mais c'est un univers qui est tellement imposant que c'est un peu ça. Et même au niveau des provinces territoires, tu n'as pas de. Il y a peut-être en Manitoba qu'il y avait une association de bibliothèques, mais autrement, tu n'as pas cette. Et l'enjeu aussi des bibliothèques, c'est que comme c'est une collection qu'on dit vivante, souvent il y a des procédures d'élagage, en fait, puis qui sont souvent définis en fonction des critères d'usage et non pas nécessairement en fonction d'un critère culturel. Donc, c'est là toute la différence entre le projet culturel de la bibliothèque, donc qui porte en fait cette mémoire, par exemple, dans les collections patrimoniales, des collections d'histoire. Donc, il y a une volonté, mais c'est souvent vu sous l'angle de l'usage de l'élagage. Et là, si le livre n'est pas utilisé, après 3 ans, on le met, on s'en départit. C'est 3 ans où, en tout cas, je donne un exemple, là, mais et c'est une des pratiques, en fait, et c'est là tout l'enjeu dans le fond, puis je finis là-dessus avant d'amener c'est l'enjeu de revoir les bibliothèques comme, oui, un tiers-lieu, mais un lieu culturel, un agent culturel, autrement dit, qui va au-delà de la consommation de l'ouvrage, qui est au-delà de cette fonction donc, de valorisation des communautés, par exemple. Mais si les politiques sont néolibérales et on là, regarde carrément combien de fois c'est utilisé en situation minoritaire, par définition, on est mis de côté. Écoutez, je vous remercie d'abord pour vos commentaires. Je pense que ça met vraiment la table pour une belle conversation. Je pense que c'est comme important. Non, pas tout de suite. On veut discuter quand même. Applaudir allemand. Ah, tu veux les applaudir? OK, alors. Oui, alors donc, si on a quand même quelques minutes, puis je pense qu'il y a eu beaucoup d'idées qui ont été mises sur la table et évoquées. Et donc, si vous avez des questions, des commentaires pour n'importe qui ou même pour nous. Oui. Bonjour, c'est pour n'importe qui. Merci pour vos propositions. Je voulais juste demander, vous avez mentionné les projets de citoyennes archivistes et on voit surtout que ça se fait dans des grandes bibliothèques et des grandes archives, surtout aux États-Unis où il y a beaucoup de moyens. Comment est-ce que vous pensez que ces projets peuvent être intéressants pour les petites communautés ou les communautés avec peu de moyens? Moi, je suis moins familier. Je ne veux pas dénaturer le concept exact. Il y a un exemple chez nous que je vois et les archives utilisent des bénévoles pour faire l'arrangement. Ben, peut-être pas l'arrangement. Comme à un certain niveau, les archivistes s'en occupent, mais ensuite, c'est eux qui repassent chaque document. Ils deviennent les porteurs de mémoire petit à petit parce que les gens disent, ben, ouais, tu peux appeler les archives. Eux autres, ils regardent beaucoup, là. Mais si tu appelles Denis, puis son nom, c'est Denis, lui, il connaît les fonds des oblats, là. Il va savoir où se trouve la photo. Donc, les bénévoles qui, présentement, travaillent dans les archives deviennent des personnes ressources dans la communauté pour trouver des choses et ça crée une proximité avec la population. Les gens disent, ben, ça ne doit pas être si pire, là. Il y a des bénévoles francophones qui travaillent là, donc ils doivent comprendre. Tu sais, ça crée une proximité entre l'institution et la communauté d'avoir des bénévoles impliqués. La question de citoyen archiviste, il faudrait que j'approfondisse pour mieux comprendre, mais j'imagine c'est un peu dans ce même esprit-là, là, de trouver des façons de rapprocher les collections à la population. Mais, un aspect peut-être de réponse à ça, c'est que contrairement au Québec ou à l'Ontario, il y a une diversité des structures d'accueil d'archives, en fait.
dans la francophonie, parce que vous avez à la Société d'histoire, il y a des fonds, à la Société aussi en Saskatchewan, tu as des centres d'archives, tu as des sociétés, donc tu as différentes structures d'accueil des archives. C'est une diversité qu'on ne retrouve pas nécessairement au Québec ou en Ontario. Et donc, cette structure-là, dans le fond, d'engagement citoyen dans les archives, se retrouve, par exemple, dans la société chez vous, parce que vous avez des fonds d'archives. Moi, je parle des archives provinciales. Non, mais moi, je te parlais OK. des autres Nos fonds. collections. C'est comme comme les sociétés d'histoire, en fait. Il y a des sociétés d'histoire qui ont des fonds d'archives. C'est souvent ce type de citoyens archivistes, on pourrait dire, qui s'en occupent. Donc, J'ai considéré cet aspect comme on n'a rien fait de ça, mais j'ai pensé d'un événement pour inclure la communauté dans un aspect d'identifier des documents ou on a des bons enregistrements qui sont numérisés et les gens peuvent mettre des métadonnées. On n'a rien fait, mais j'avais comme vu ça comme une approche qui peut engager la communauté. Donc, c'est intéressant. Où les gens font des activités de Wikipédia, donc créer des pages sur des figures historiques ou des organismes communautaires. Et ça peut être une activité participatoire pour les citoyens. encore une ou deux questions, monsieur? Merci beaucoup de votre propos. Je vais tout d'abord vous identifier un petit peu. Je veux dire que je suis de la région de Sudbury. Alors, vous pouvez vous imaginer que dans les derniers 5 ans, on a vécu des moments assez importants. Je vais d'autant plus préciser que je suis le président sortant du conseil de gouvernance de l'Université de Sudbury. Alors, toute la question des archives me préoccupe énormément. Monsieur Perrault, merci beaucoup de vos propos. Merci à tout le monde pour vos propos, mais ça a été particulièrement percutant pour moi pour 2 raisons. Premièrement, quand on dit que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont dans leur petite bibliothèque personnelle chez eux, dans leur dossier, etc. Ils ne savent pas ce que c'est un document d'archive. Je veux confirmer, donc c'est vraiment un commentaire, je veux confirmer que dans ma région à moi, et c'est un des défis des archives, je connais au moins, je vais dire 2, et je m'ajoute à ça, parce que moi j'en ai des boîtes d'archives, mais il y a un niveau de méfiance et de manque de confiance, je vais dire, dans les archives des autres avec ou de l'autre avec un A majuscule, hein? Parce qu'il n'y en est pas question. Moi, je ne dépose pas mes archives là où, si on ne lit pas en français, si on ne reconnaît pas la valeur de ces documents-là, et les 2 autres personnes, je connais la valeur des documents qu'ils ont dans leur garage, dans leur sous-sol. Moi, j'en ai 3-4 boîtes chez nous et que je refuse à date de les donner à l'autre. On va être très poli. Et je voudrais bien que ça reste dans ma région. Donc, je peux confirmer que comme on dit pas chez nous, sur le terrain des vaches, là, ce sont des préoccupations. C'est la question de la confiance et la question d'identifier c'est quoi ces archives-là. Merci. Une autre question, commentaire? Un petit mot de la fin, alors, Madame Lemay? S'il vous plaît. J'allais vous poser une question. Bon, ben, allez-y, hein, les questions, c'est bon aussi. C'est tout bon. Ben, en fait, j'ai entendu 2 d'entre vous parler des freins politiques aux usagers dans les bibliothèques, puis ça a pris mon intérêt, étant responsable des politiques à la Bibliothèque et Archives Canada. Donc, je serais bien ouverte à entendre votre perspective sur les pistes de solutions à ces freins politiques-là au niveau national. Bien sûr, si vous en avez, je serais preneuse. On va pencher là-dessus dans ce cas-là. On va pencher là-dessus, Julie. Mais moi, On est là. Ben, une des choses qui serait éventuellement envisageable, c'est via la conférence des ministres de la Culture d'amener la question des politiques de la bibliothèque au niveau des provinces et territoires. Dans le fond, il y a un forum qui existe au niveau des ministères de la Culture, en fait, mais la question du patrimoine et des bibliothèques n'est pas nécessairement dans les priorités, disons. Puis reconnaissant qu'il y a différents paliers aussi de gouvernance dans ben, merci beaucoup tout le monde. C'est super de discuter
discussion tellement enrichissante ce soir. Ça vient d'ouvrir la réflexion autour de ce précieux ouvrage. Donc, les échanges de ce soir, ça nous rappelle que c'est important de bien garder le dialogue vivant, peu importe le cadre ou le forum, pour ce soir encore, parce qu'en fin de compte, c'est en continuant de se parler, de partager et de collaborer que la vitalité mémorielle de nos communautés se renforce. Donc, aujourd'hui, ce soir, on a entendu beaucoup de belles idées, de belles réflexions et d'expériences. Je ne vais pas tenter de résumer tout ce qui nous a été partagé ce soir. Je ne rendrai pas justesse à la richesse de ce qui a été dit. Par contre, ce que j'aimerais dire, c'est qu'en tant que directrice générale des communications et politiques à Bibliothèque et Archives Canada, je suis également championne des langues officielles. Et je suis également responsable du Centre d'équité, diversité, inclusion et accessibilité de BAC. Donc, un concept, comme Denis, qui m'a particulièrement percuté dans l'ouvrage, c'est celui de la biodiversité. Ça rejoint beaucoup l'approche de BAC en matière d'équité et d'inclusion par rapport à ce qu'on veut mettre de l'avant dans nos pratiques, dans la manière dont on gère nos collections, dont on rend nos services et nos activités, soit d'être adapté aux besoins des usagers. Je vous ai entendu ce soir, c'est également quelque chose sur quoi on penche, d'être représentatif des voix diverses canadiennes et de nous assurer que nos collections soient accessibles. Et par accessible, je veux dire découvrables, donc que les gens puissent s'y rejoindre, les découvrir pour commencer, mais également pour interagir avec les collections. Donc, Bibliothèque et Archives Canada est fière du chemin parcouru avec les communautés de langues officielles en situation minoritaire. On croit profondément que nos plus grandes forces résident dans la créativité. Je pense que c'est Mme Vanier qui a fait allusion. La mobilisation et la collaboration, le besoin de travailler ensemble. Donc, c'est ce qui nous permet d'aller plus loin dans des contextes souvent difficiles, comme celui actuellement depuis quelques années. Donc, rappelons-le, la mémoire, ce n'est pas qu'un regard vers le passé, c'est aussi un outil pour construire le présent et imaginer l'avenir. Donc, ensemble, nous faisons vivre la mémoire et en la faisant vivre, on fait grandir nos communautés. Je tiens à souligner la qualité de cet ouvrage que nous lançons ce soir. Tributaire de tous ceux qui y ont participé. Donc, félicitations, chers auteurs, autrices, collaborateurs, collaboratrices. Merci au Centre de recherche sur les francophonies canadiennes de l'Université d'Ottawa, aux presses de l'Université d'Ottawa, au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta, à nos inspirants panélistes et à chacun et chacune d'entre vous pour votre engagement ce soir, votre passion et votre participation. Donc, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci. Un petit mot, s'il vous plaît, au nom du CRCCF, j'aimerais aussi remercier donc nos panélistes, vous quatre ou vous cinq en réalité. Qui a dit que les archivistes et les bibliothécaires, c'est du monde plate? Personne n'a jamais dit ça. Donc, merci très sincèrement pour ces propos passionnants, passionnés, on l'a dit, extrêmement éloquents également, qui montrent toute l'importance du patrimoine archivistique et documentaire pour le renforcement de l'agentivité, de la subjectivité culturelle, mais aussi politique, en bout de ligne, des communautés francophones en milieu minoritaire. Deux, trois petites annonces peut-être pour clore la soirée. Le livre est disponible donc à l'arrière. Vous pouvez vous le procurer à un prix extrêmement modique, n'est-ce pas? J'aimerais aussi vous inviter à admirer notre exposition de documents d'archives lancée donc en septembre, consacrée aux 50 ans de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Donc, c'est le cinquantenaire cette année en 2025 et dont nous conservons le fonds d'archives ici au CRCC.
CCF. Je vous annonce aussi la tenue de notre prochaine activité, la dernière de la saison de l'automne, une conférence de l'historien Serge Dupuis, consacrée donc au moulin à fleurs de Sudbury, la parution donc de son livre, le livre a été publié il n'y a pas très longtemps, vous pouvez aussi vous le procurer à l'arrière, Le moulin à fleurs de Sudbury, quartier ouvrier, territoire canadien-français. C'est aussi le lieu de ma naissance. J'attends encore ma plaque. J'attends ma plaque. Très lente à dire, malheureusement. Mais peut-être que ça viendra bientôt. Cette activité aura lieu donc le 21 novembre, le vendredi 21 novembre à 11h30, ici même. Donc, c'est une conférence du midi cette fois. Et je vous invite finalement à poursuivre la discussion entre vous et avec nos panélistes autour d'un verre. Et